Oui, le gars de la télé, je crois. Qui m'a mis ici, oui, ça dit. Toutes mes excuses pour ceux qui ont la notion de temps et qui sont venus même un peu avant l'heure. Je voudrais les rassurer que je me retrouvais aussi comme vous dans cette enceinte pour respecter votre déplacement. Mais comme vous comprenez, on ne pouvait pas commencer tant que d'autres qui sont en train encore d'arriver n'étaient pas là. Alors, Madame la Présidente de l'Association des Congolais de Madrid, représentant des associations des Congolais de la diaspora, établie en dehors de la France, Monsieur le Président du Club des citoyens congolais pour le changement, représentant le collectif des associations de France, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est un insigne privilège d'accueillir de vous le grand honneur que vous me faites de rencontrer vos bureaux respectifs et au-delà nos très chers compatriotes de la diaspora, à l'occasion de ce dialogue que nous voulons tous républicain. Le séjour que j'ai passé en dehors de notre pays depuis plusieurs mois m'a conduit à la rencontre de plusieurs de nos compatriotes, parfois dans les endroits du monde où je ne m'attendais pas à les rencontrer. Je puis vous rassurer que cela a toujours été un réel plaisir. Je les ai beaucoup écoutés et j'ai beaucoup appris. L'ensemble m'a donné l'opportunité de voir les choses autrement que de l'intérieur des structures dirigeantes de l'État. Ce dialogue-ci, qui est le seul à avoir un caractère collectif, va certainement me permettre d'en savoir davantage sur nous les Congolais, mais surtout vous, les Congolais de la diaspora. Je m'ouvrirai à vous sur les sujets sur lesquels j'ai été convié à m'exprimer, à savoir le Congo, les Congolais et l'avenir. Ensuite, je répondrai aux interrogations qui sont les vôtres, si tant est que cela peut permettre quelques utilités. J'aborderai les thématiques dans l'ordonnancement retenu par les organisateurs, quand bien même la contiguïté des sujets pourrait donner lieu à un mouvement de balancier. Et je vous signalerai au passage que le sujet est vaste et peut faire l'objet d'une thèse et donner lieu à un ouvrage à plusieurs tomes. Ce qui fait que je l'aborderai dans la prise en compte de la contrainte temps qui accompagne ce genre d'activité. Venons-en au fait. Il est en réalité difficile de parler du Congo, tant tout le monde a le sentiment de en savoir tout ou presque tout. Dans le regard que je porte sur notre pays, je partagerai aujourd'hui avec vous l'un des aspects qui saute à l'œil de tout analyste rigoureux, qui à force prend le jour des paradoxes. Le premier de nos paradoxes, qui surprend tout le monde, c'est que le Congo est un pays riche, mais les Congolais sont pauvres. Le Congo est donc un pays en crise avec la notion de richesse. Ou dit autrement, les Congolais ont un mauvais rapport avec la richesse. Il faut à ce niveau parler à la fois du Congo et des Congolais, parce qu'il s'agit des deux. Autant le Congo ne profite pas suffisamment de ses richesses depuis notre indépendance pour se transformer, comme on peut le voir dans certains États du Moyen-Orient, de l'Asie, du Sud-Est, qui se sont métamorphosés en moins de 30 ans. Autant les Congolais ne profitent pas des richesses de leur pays, préférant voir dans certains cas sans être xénophobes, des étrangers arrivés à la veille très pauvres,
pour devenir riches et parfois même très riches le lendemain. Tandis que les Congolais sont chaque jour en train de se plaindre et continuer à s'enfoncer dans la pauvreté. Quand il faut rechercher la solution à un tel problème, qui est un problème de fond, qui justifie que la nation se mobilise pour savoir comment rétablir les choses dans l'ordre, faire que les citoyens d'un pays riche, je dirais soit eux-mêmes riches, peut-être pas riches, mais le minimum exigé. On nous propose d'autres débats, notamment celui de la Constitution. Et tout le monde entre dedans, oubliant que c'est un faux problème, une diversion. J'y reviendrai. Notre mauvais rapport à la richesse est, à mon humble avis, dû à une mauvaise maîtrise des phases du processus économique. À savoir, une mauvaise ou un manque de maîtrise de la production, une mauvaise volonté et une manque de maîtrise de la distribution, ajouté à des mauvaises habitudes de consommation. Nos agrégats macroéconomiques reflètent la prépondérance de la production pétrolière dans notre économie, qui rapporte généralement plus de 90% des ressources budgétaires de l'État, et par ricochet, celles de nos collectivités territoriales. Excusez-moi. Pour dire, nous ne profitons pas assez de la manne pétrolière pour diversifier notre économie. Les chiffres sont parlants. Si 90% d'un budget reviennent d'une seule source, il n'y a que 10% pour le reste de l'économie. On se comporte, je parle de l'ensemble des Congolais, comme si les ressources naturelles sont inépuisables ou éternelles. Pendant ce même temps, des grands pays, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, travaillent durement pour limiter leur indépendance énergétique, surtout vis-à-vis du pétrole. Les gaz de schiste sont une voie. Beaucoup d'experts pensent qu'il ne reste à la planète au rythme des consommations actuelles que 20 ans maximum d'exploitation pétrolière. La question, que deviendra le Congo sans pétrole en 2035? 20 ans, ce n'est pourtant pas beaucoup. Tout cela intéresse tout le monde, sauf les Congolais. Notre indice de classement sur le climat des affaires, donc de notre attractivité, dans le doing business, est au plus bas. Des chiffres comme 37,4% des enfants sont des malnutris. Notre indice de développement humain nous indique que notre classement est en bas de l'échelle. Tout ceci devrait nous interpeller, et j'en passe, mais malheureusement, sur ces sujets, aucune voix ne s'élève. Je me trompe peut-être, mais j'estime que s'il y avait des choses dont il fallait parler en urgence, ce serait cela. Toujours pour parler de la production, nous sommes un des rares pays au monde qui ne maîtrise aucune production. Notre pays est parmi les mieux irrigués au monde. Nous avons de l'eau partout, et vous le savez comme moi. Mais nous ne savons pas produire de l'eau potable pour tous. Alors que dans les déserts du Moyen-Orient, l'eau est gratuite dans la plupart de tous les pays. Voilà un autre de nos paradoxes. Notre population a plus que doublé en moins de 40 ans. On ne voit nulle part dans le pays le parc de l'habitat social qui devrait accompagner une telle explosion démographique. Nous avons tout pour construire, mais nous ne construisons pas. Nous sommes moins de 2 habitants au kilomètre carré pour
autant nous restons tous concentrés aux mêmes endroits. Parlons de nos problèmes de distribution de la richesse. Le service public est le moyen par excellence de la distribution des richesses. C'est par la gratuité de l'école, des soins hospitaliers, des transports publics, la garantie de sécurité sociale, ce que vous appelez ici le filet social. C'est par ces moyens que chaque citoyen reçoit le minimum de ce qui lui est dû en tant que membre de la famille nationale. Quand tous les services publics ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas de distribution de la richesse nationale. Quand j'en parlais en tant que membre du gouvernement, on me répondait en ce moment qu'il fallait dissoudre le KDMJ. Là encore, c'est un autre paradoxe. Aujourd'hui, ces problèmes demeurent. On nous parle de constitution. Est-ce là aussi un autre paradoxe? C'est certainement un para quelque chose. Passez-moi l'expression. Parce que quand rien n'est normal, tout est para quelque chose. Peut-être paranormal, puisqu'anormal serait insuffisant pour décrire la réalité. Que peut-on dire de la consommation dans un pays qui ne produit rien? J'avais déjà, à une occasion, en tant que ministre de l'Emploi, à une émission télévisée, expliqué à notre peuple que notre mentalité de fonctionnaire, héritée des années du parti-État, où l'État était le plus gros employeur, nous a fait déserter même le secteur de la petite distribution. Ce qui fait que comme tout ce que nous consommons vient d'ailleurs, dès que nous recevons nos salaires, nous allons acheter auprès des détaillants qui sont tous désormais des étrangers, sans être xénophobes. C'est la réalité. Les Congolais travaillent pendant tout le mois, ensuite nous remettons notre argent aux autres. Donc par toutes les voies, l'argent sort du Congo. C'est un cycle qui se répète, comme si personne n'y pouvait rien. En parlant du Congo en ces quelques lignes, j'ai aussi tacitement parlé du Congolais. Mais il faudrait peut-être ajouter aussi ce phénomène paradoxal lui aussi, qui fait que le Congolais ne regarde jamais dans la bonne direction. Il regarde souvent vers là où on lui demande de regarder. Il ne manque pas d'hommes sérieux dans la classe politique congolaise, tous les bords compris, pouvoir comme opposition. Il y a même des hommes et des femmes dignes de responsabilités publiques. Mais ils savent tous que les Congolais n'ont rien à faire de ce genre d'hommes. Dans une campagne électorale, par exemple, on trouve des foules autour de celui qui n'a pas de projet, qui ne dit rien, mais qui distribue à tour de bras. Tandis que celui qui a un projet clair, parfois bien documenté, est laissé à son triste sort. Mais après, tout le monde se demande pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça ne change pas. Le Congolais est bien sûr un homme qui veut du changement, c'est sûr et certain. Mais en même temps, il n'est prêt à rien faire pour obtenir le changement qu'il appelle de ses voeux. Comme si on avait déjà vu quelque part dans le monde un pays qui change sans rien faire ou grâce aux étrangers. Ce que le Congolais ignore, ce que nous ignorons tous, moi y compris, c'est que si nous ne changeons pas, il n'y aura pas de changement. Le changement passe par le changement de chacun de nous. Quant à l'avenir, autant celui du pays que celui des Congolais, je le regarde avec optimisme. Ce n'est pas une naïveté. C'est le constat d'un réveil qui est en train de prendre corps. Les consciences partout commencent à s'éveiller. Vous-même en êtes des exemples. Parce que beaucoup ont fait le déplacement. Mais certains, pour dire toujours le paradoxe, n'ont pas fait le déplacement. Notre diaspora est parmi les moins actives qui soient. Mais pourtant, on voit que depuis quelques mois, vous avez gagné en dynamisme, même en dehors de la question de la Constitution.
il y a une société civile qui commence à se mettre en place avec des personnalités persévérantes. Il y a une prise de conscience des femmes qui n'acceptent plus d'être reléguées au ménage. Des voix commencent à se libérer. On voit aujourd'hui des responsables politiques de plusieurs niveaux qui refusent d'aller faire des marionnettes sur les plateaux de télévision. Des gens qui refusent de défendre des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Il y en a qui refusent de participer à des projets qui ont tout d'une conspiration contre la nation.